messieurs, bonjour. L'avant-projet de loi propose, en 313 articles, dont 115 amendés et 73 nouveaux, de rompre définitivement avec les pratiques du passé en garantissant des élections transparentes qui traduisent la volonté du peuple. En effet, moraliser la vie politique, ouvrir la voie aux jeunes et à la société civile, garantir des élections transparentes, loin de toute influence matérielle, ce sont là les principaux objectifs dévolus à la prochaine loi organique portant régime électoral. Les partis politiques destinataires de l'avant-projet de loi organique ont fait leurs propositions pour garantir un système électoral ouvert et transparent qui puisse rétablir la confiance des acteurs politiques et des citoyens. De nombreux partis ont soumis des réserves et des propositions pour modifier et enrichir ce texte. Mais déjà, la mouture initiale du projet de loi électoral contient des modifications fondamentales, importantes, à leur tête le changement de mode de scrutin qui passe de la liste fermée à la liste ouverte, ce qui devrait aider à mettre fin au phénomène d'achat des premières positions sur les listes de candidature. Ce texte consacre également l'indépendance et la neutralité de l'autorité nationale indépendante des élections et renforce même ses prérogatives. Elle exerce, au terme de l'article 9, ses prérogatives depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Le financement et le contrôle des campagnes électorales sont aussi au cœur de ce texte. Et pour débattre de toutes les propositions de changement comprises dans cet avant-projet de loi et des propositions de la classe politique, nous recevons ce samedi dans notre émission politique M. Abdelkrim Dahman, représentant du MSP, et M. Belkacem Sahli, secrétaire général de l'ANR. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais avoir votre avis en quelques mots sur l'évaluation que vous faites de cet avant-projet de code électoral. Comme ça, en quelques mots. Monsieur Sahli, s'il vous plaît. Bonjour tout d'abord, donc merci pour l'invitation. Il faut tout d'abord, bien sûr, remercier tout d'abord les membres de la commission du professeur Laraba pour le travail qu'ils ont fait, même si on a eu, au niveau de l'ANR, donc à présenter un certain nombre d'amendements. Il faut rappeler que l'ANR, depuis 2011, depuis exactement le premier round des consultations politiques menées à l'époque par M. Abdelkader Ben Saleh, que nous n'avons cessé de demander l'amendement de cette loi électorale. J'ai devant moi les propositions que nous avons soumises en 2011 et on parlait à l'époque de la nécessité de revoir ou bien d'amender le code électoral et le mode électoral en particulier pour passer du mode actuel, le mode de la liste fermée, vers la liste ouverte et vers la proportionnelle locale et nationale. Dans ce cadre, on a présenté pratiquement 44 amendements globalement qui touchent 11 axes ou bien 11 principes. On parle bien sûr de la nécessité de la moralisation de la vie publique et la vie politique, à travers bien sûr la lutte contre l'interférence de l'argent sale et de l'argent tout court sur les choix des citoyens. On parle bien sûr de garantir une certaine équité ou bien une certaine justice en matière de traduction des voix des citoyens vers des sièges parlementaires, à travers bien sûr le passage vers un nouveau mode électoral, et à travers, bien sûr, la réduction de ce qu'on appelle le seuil électoral de 5 et 7% qui a été modifié dans cet avant-projet. On parle aussi de la promotion du multipartisme, donc l'émergence de nouveaux partis politiques à travers la réduction, bien revoir un peu les conditions de candidature. On parle des taux de 4% des signatures, pas les éliminer complètement, mais les revoir à la baisse. Comme ça, on va encourager un peu les partis dits petits et émergents. On parle aussi du renforcement de l'indépendance de l'autorité nationale des élections et au niveau des prérogatives et même du mode de fonctionnement. On a parlé aussi de la promotion du rôle de la femme et des jeunes à travers bien sûr la parité. Nous avons proposé la parité non pas uniquement au niveau des candidatures mais aussi au niveau des attributions ou bien de la partition des sièges. Et nous avons insisté aussi sur l'équité en matière de traitement des partis politiques au niveau des médias et au niveau même du financement de l'action politique. Donc globalement, c'est ça les propositions des partis. Et on a bien sûr clôturé notre mémoire que nous avons soumis à la présidence samedi passé, comme nous l'avons fait d'ailleurs lors de la révision de la dernière révision constitutionnelle. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que réussir ce texte nécessite avant tout de réussir le contexte. C'est pour ça que nous avons réussi notre appel à M. le Président de la République d'accompagner cette révision de la loi organique relative au régime électoral
par un certain nombre de mesures d'accompagnement, mesures à caractère politique et à caractère socio-économique, afin de restaurer un peu la confiance et bien sûr de faire la lecture politique aussi du résultat du dernier référendum pour aller vers des élections dans un cadre consensuel. Et cela passe, selon le point de vue de l'ANR, nécessairement par l'organisation d'un dialogue national. Monsieur Sahli, la plupart des points, nous allons essayer d'y revenir dans l'heure qui viennent. Je retiens juste de votre intervention un mot important dans le contexte actuel et pour réussir les prochaines élections, c'est le mot confiance. Nous y reviendrons. Sahli. Oui, absolument. J'ai déjà dit au début de mon intervention que l'ANR a proposé ce mode électoral, donc de la liste ouverte, locale et nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, depuis 2011. Bien sûr, ce nouveau mode, en général, il n'y a pas que ce mode électoral dans les pratiques démocratiques. Moi-même, en 2011, j'ai fait une étude sur 17 modes électoraux qui existent dans les pays démocratiques. Il y a même le mode électoral où les citoyens n'ont pas le même nombre de voix. C'est-à-dire, ma voix, moi-même, elle n'est pas égale à votre voix. Parce que moi, peut-être, j'exerce d'autres responsabilités au niveau de la société civile, parce que moi, je suis instruit plus que vous, et ainsi de suite. Bon, on parle bien sûr d'un mode électoral qu'il faut adapter à la réalité sociologique et à la réalité politique du pays. Ce n'est pas celui qui est à votre faveur. Bien sûr. Donc là, actuellement, le mode électoral qui a été proposé dans cet avant-projet, c'est une avancée. Bien sûr, il a des choses positives, et comme bien sûr, il engendre des complications. M. Hamad déjà a évoqué ça. Globalement, ce qui est positif dans ce mode électoral, ce n'est pas la lutte contre l'argent sale. Ça, c'est une grande erreur. On ne lutte pas contre l'argent sale avec ce mode électoral. Parce qu'on est en train d'avancer une idée qui est relativement fausse, en disant aux citoyens qu'un tête de liste qui va acheter sa place, ça veut dire qu'il a garanti la réussite et l'obtention de son siège. Non. En réalité, les gens qui garantissent à travers l'achat de la tête de liste, ce sont les candidats qui se présentent au niveau des partis, qui sont bien structurés, donc qui ont leur base, et donc celui qui se classe tête de liste, il a, j'allais dire, de fortes chances d'accéder à l'APN. Et la deuxième catégorie de partis, ce sont les partis qui ont été souvent soutenus par l'administration ou par d'autres institutions sans les citer. Donc le code électoral actuellement, il a comme point positif, de rapprocher l'élu de ses citoyens. Deuxième chose, c'est de définir un peu, j'allais dire, la source de légitimité du mandat. Auparavant, dans l'ancien mode électoral, qui est toujours en vigueur, on avait un problème à définir. Comment définir? Est-ce que le mandat obtenu par un député, par exemple à l'ANR ou bien à Hamas ou dans un autre parti politique, est-ce que ce mandat, c'est le parti qui l'a obtenu ou bien c'est la personne? Maintenant, avec ce nouveau mode électoral, en général, la légitimité de ce mandat, elle penche plus vers le candidat lui-même que vers son parti. Pourquoi je cite cet exemple? C'est parce que il est lié c'est important parce que ce problème il est lié à la question de la déchéance du mandat. Demain, si un député va présenter sa démission de son parti et rejoindre un autre parti, ou bien même rester comme député indépendant, à ce moment-là, on peut définir la source et la légitimité de ce mandat et le faire revenir vers son parti politique. Ce qui est encore possible dans ce mode électoral, c'est que les députés qui seront élus selon ce code électoral, ils auront plus d'autorité et de respect envers les autorités locales. Parce qu'avant, on savait très bien que les députés qui ont été mal élus, des fois par la fraude, des fois par l'argent sale, ils n'avaient pas beaucoup d'autorité au niveau, même de respect au niveau des autorités locales. Bien sûr, ce qui est positif, ce qui est négatif dans ce code électoral, c'est les complications pratiques. Tout d'abord au niveau des partis politiques, au niveau du jour du scrutin, donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, j'allais dire, de voter d'utiliser ce mode électoral, il y aura certainement des complications, il y aura certainement un nombre un peu plus grand de bulletins nuls, il y aura aussi des complications en matière de dépouillement, et c'est pour ça que on doit régler ces problèmes-là à travers, bien sûr, la réglementation qui va définir la nature du bulletin de vote. Pourquoi pas ne pas utiliser, par exemple, des photos de chaque candidat pour faciliter la tâche, et pourquoi pas ne pas utiliser, j'allais dire, étendre un peu la durée pour le dépouillement pour éviter au maximum possible les erreurs qui peuvent arriver. Je termine juste en disant que
À l'ANR, nous avons aussi, même si on a soutenu ce mode électoral, mais nous avons proposé aussi de le modifier à travers un mode électoral, j'allais dire, hybride, mixte, surtout au niveau des élections parlementaires, en introduisant ce qu'on appelle la proportionnelle nationale. Parce qu'on a jugé qu'on a vu au moins les deux dernières expériences de 2012 et de 2017, il y a eu un taux de déperdition des voix des citoyens, à cause bien sûr du seuil de 5%, qui a avoisiné en 2012 sur les 7 millions d'Algériens qui ont voté avec des voix exprimées et non pas nulles. Il n'y a que 2 900 000 de voix qui ont été traduites en sièges parlementaires, c'est-à-dire plus de 65% de déperdition. Autrement dit, 2 Algériens sur 3 qui ont voté avec des voix exprimées, leurs voix n'ont pas été prises en considération quand on a distribué les sièges au niveau de l'APN. En 2017, le taux de déperdition était de 35%. Si je comprends bien, le national. Absolument, national, un tiers de l'APN par exemple, qui sera consacré aux femmes, aux jeunes et aux compétences partisanes. Ça sera très le compte. Monsieur Sahli, sur justement sur l'autorité. Bien sûr, il faut rappeler que l'organisation des élections en Algérie, elle a pris un processus historique qui s'est développé de lui-même. En 1995, nous avons débuté avec une commission indépendante, une commission d'organisation des élections, qui a été nommée juste par une note présidentielle. En 1997, elle est devenue une commission indépendante, avec l'implication des partis politiques. En 1999, on est passé d'une commission nationale à une commission nationale indépendante. En 2002, elle est devenue carrément indépendante avec une loi organique spéciale pour cette commission électorale. Pour passer en 2016, on l'a constitutionnalisé au niveau de la Constitution. Maintenant, nous avons une commission indépendante. Bien sûr, nous avons d'ailleurs, parmi les 44 propositions de l'ANR, nous avons proposé de modifier le mode de désignation de ses membres, notamment son conseil, qui est composé de 20 membres. On préfère qu'ils soient élus par leur pairs, à travers, bien sûr, des organisations des droits de l'homme, à travers des organisations professionnelles, des syndicats, de personnalités. Et on peut, par exemple, chaque syndicat, les enseignants, les avocats, les notaires, et ainsi de suite, chaque syndicat peut-être vote, élit 3 représentants, et on laissera donc, au lieu de voter 20, de choisir 20, on votera une liste de 60 personnes, et on laissera au président de la République de choisir parmi ces 60. C'est-à-dire pour combiner un peu entre l'indépendance de cette autorité et bien sûr les prérogatives constitutionnelles qui ont été accordées à Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi proposé l'augmentation des représentants de la communauté nationale au sein de cette autorité. Le Conseil, la loi, l'avant-projet propose un membre sur les 20. On considère que c'est très peu. Nous avons proposé de l'augmenter à 4. Je dis ça tout en rappelant que la question de la transparence des élections n'est pas une question de degré. C'est une question avant tout de volonté politique. Tout à fait. On le dit à l'ANR depuis 2012. D'ailleurs, c'est un des points de divergence avec nos amis de l'opposition depuis 2012, parce que il faut rappeler que cette autorité indépendante était l'un des principales demandes de l'opposition. Et en 2012, on répondait à l'ANR à l'époque qu'il faut aller vers cette demande graduellement. Donc le temps nous a donné raison, parce qu'en réalité, comment pouvons-on actuellement, en tant que parti politique, remplacer les quelques 500 000 ou 600 000 encadreurs de l'administration par des gens qui seront plus ou moins indépendants. Donc cette histoire d'indépendance des élections, il faut revenir un peu aux différents systèmes d'organisation des élections qui se déroulent dans les pays démocratiques. Il y a le premier système, c'est l'organisation des élections par l'administration totalement. Et il y a des pays démocratiques qui font ça. La France, par exemple. En France, vous n'entendez pas des partis politiques qui remettent en cause les résultats des élections. Il y a d'autres pays démocratiques qui font des commissions mixtes. Par exemple. En France, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations de société civile qui sont mises à profit dans C'est le deuxième système, justement, en France. Le deuxième système, qui se pratique un peu aussi dans certains pays démocratiques, c'est une commission mixte qui fait accompagner donc, des personnalités indépendantes, la société civile et même des représentants des partis politiques.
Il y a un troisième modèle, c'est une commission totalement indépendante. Donc il faut choisir au niveau d'Algérie, il faut choisir une commission qui peut fonctionner avec la réalité sociologique de notre pays. Chaque pays a sa réalité. Absolument. Oui, si je me permets, pour ajouter un peu... Très bien, Monsieur Dahmen, j'aimerais, pour revenir à présent, si vous voulez bien, sur le problème de l'argent, puisque vous parlez de l'argent, l'intrusion de l'argent sale, moi je dirais l'intrusion de l'argent tout simplement dans les élections, sur ce contrôle du financement des partis politiques et sur cette nouveauté aussi de ce code électoral qui est la commission de contrôle des comptes de campagne. Tout d'abord, donc, le financement des campagnes électorales. Quel est votre avis sur la manière dont c'est proposé dans ce texte? C'est-à-dire que tout don doit se faire par un virement ou un chèque ou par carte ou 1000 dinars maximum en espèces. C'est obsolète. C'est obsolète, subhanallah. L'idée est bonne, il y a peut-être juste le niveau justement qu'il faut réviser. Ce sont des dispositions qui... Vous avez le même avis? J'ai déjà développé ce point de vue. Normalement, le code électoral ou la loi sur le régime électoral en général n'a pas pour but de lutter contre l'argent sale. La lutte contre la corruption ou bien l'argent sale doit se faire en amont et non pas en aval. Pourquoi laisser un entrepreneur ou bien un homme d'affaires acquérir de l'argent sale? Pourquoi le laisser acquérir de l'argent sale pour venir demain chez moi, parti politique, acheter une liste ou bien influencer demain, même sur une liste indépendante, influencer le choix des électeurs. Et vous demandez aux partis politiques demain de lutter contre ce phénomène. Ce n'est pas le rôle du parti politique. Donc en réalité, l'interférence de l'argent, on ne peut pas interdire l'argent en action politique. Il faut juste la normaliser et la légaliser. D'ailleurs, l'actuelle loi qui est toujours en vigueur, elle pénalise l'utilisation, j'allais dire, de l'argent sale et de l'argent tout court si elle dépasse les plafonds définis par la loi. Et donc, il faut recadrer un peu le problème. Donc, il faut, normaliser cette relation entre l'argent tout court et l'action politique. Il faut accompagner les partis politiques pour qu'ils ne se trouvent pas dans le besoin d'aller exercer ces pratiques illicites. Et trois, bien sûr, il faut faire des propositions un peu, j'allais dire, concrètes. Demander à un citoyen qui va vouloir apporter un don à un parti politique au-delà de 1000 dinars, d'aller le faire par un virement CCP ou Canada, et personne ne va vous aider. Donc, il faut faire des choses un peu réalistes. Sachant que, d'un côté, on augmente le seuil autorisé pour le financement de la campagne électorale, par exemple, à titre indicatif, pour les élections parlementaires, c'était de 1,5 million de dinars, 150 millions de centimes par siège. Actuellement, la proportion elle est de 250 millions. C'est-à-dire, on prendra l'exemple de la wilaya d'Alger avec 39 sièges, je pense. Donc, une liste normale, elle a le droit de dépenser jusqu'à, donc on va dire 39 par 250 millions, c'est, je ne sais pas, 8 milliards de centimes. Presque 9 milliards. Presque 9 milliards. L'intervention de l'argent sale, en réalité, celui qui veut utiliser l'argent sale, celui qui veut acheter des voix des citoyens ou acheter la tête de liste, il n'utilise pas les chèques, il utilise la shkara, il utilise les sacs de semoule. Mais comment mettre fin justement à cette politique de la shkara, ce financement de la shkara? Il utilise les bidons du vide. Tout d'abord, il faut accompagner les partis politiques. Il ne faut pas laisser, à titre indicatif, l'ensemble des partis politiques, entre autres l'ANR, qui sont représentés au niveau de la... Et j'imagine aussi pour le Tout à fait. MSP. Pendant 2 ans, nous n'avons pas représentés au niveau de l'APN. Nous n'avons pas reçu les dons de l'État qui sont un droit constitutionnel depuis 2 ans. Et c'est des dons dérisoires. Ça nous permet des dons, des subventions plutôt. Absolument. C'est des dons, on a l'impression que c'est des dons relatifs, bien sûr, au nombre de... Une dotation budgétaire. Dotation, voilà. 2019 et 2020. De quel droit, vous, Premier ministre, ou Président de la République, ou Ministre des Finances, vous nous interdisez, vous interdisez aux partis politiques agréés, sachant que cette disposition, elle a été, donc, elle se trouvait au niveau de la Constitution, l'ancienne Constitution 2016, et elle a été reprise pendant cette Constitution, et elle existe aussi au niveau de la loi électorale, de la loi finance aussi. Sur les partis politiques. Donc, comment voulez-vous demain un parti politique vous lui demandez donc de faire émanciper des cadres, des jeunes, des femmes, et vous ne lui accordez pas des financements? On ne demande pas qu'on nous donne de l'argent pour nos poches, mais qu'on accompagne les partis politiques.
Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des mécanismes de contrôle. On est pour, on n'est pas contre. D'ailleurs, parmi les choses, cette commission positives, c'est la commission de contrôle, c'est la composition, sa composition, c'est bien. Elle est composée pratiquement uniquement de juges, représentants de la Cour suprême, du Conseil d'État, de la Cour des comptes et même de l'autorité de la lutte contre la corruption. C'est bien. On aurait souhaité qu'il y ait un ou deux représentants de partis politiques, au moins à titre consultatif, mais bien sûr, il faut alléger les mécanismes. Ce n'est pas possible de nous demander, pour chaque liste électorale au niveau des élections parlementaires, chaque liste doit avoir un commissaire en compte et un trésorier. On est en train d'alourdir le processus politique et le processus électoral plus qu'il est déjà lourd. C'est chaque liste ou chaque parti politique Chaque liste, parce que là, si vous permettez, c'est l'une des propositions que nous avons soumises en matière de prérogatives de l'autorité nationale. Il faut qu'il y ait une relation d'échange mutuel entre l'autorité nationale et les partis politiques, en matière au moins de formation des contrôleurs qui vont travailler le jour du scrutin. Absolument. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, à présent, sur cette volonté de ce texte d'impliquer encore davantage les jeunes dans la politique et les femmes. Je voudrais avoir votre avis sur justement cette manière d'obliger les listes à contenir 35% de jeunes et 50% de femmes. Donc une parité totale en ce qui concerne les femmes et un peu moins sur les jeunes, 35%. Quel est votre avis? Est-ce que par rapport à la loi précédente qui disait que 30% de femmes devaient être en position éligible, et à présent 50% de femmes qui doivent être présentes sur la liste, mais aucune assurance sur l'élection, quel est votre avis à ce propos, Monsieur Sahni? Pour l'ANR, il faut rappeler que nous avons déjà eu ce genre de débat en 2011, à l'occasion de la nouvelle loi sur la représentation des femmes au sein des assemblées élues. Nous avons à l'époque mené un rude combat idéologique, entre parenthèses, parce qu'il y a eu un débat entre les différents courants politiques, modernistes, rétrogrades, conservateurs, on va dire, qui considéraient à l'époque que la femme n'était pas prête pour des considérations donc religieuses, culturelles, et ainsi de suite. Et nous avons prouvé à l'époque que la femme algérienne elle était tout à fait prête pour la politique. Les deux expériences électorales donc de 2012 et 2017 ont fait preuve que la femme algérienne elle peut exercer au sein des assemblées élues locales et même au sein du Parlement. À l'ANR, on n'avait pas de problème. Lors des élections parlementaires de 2012 et 2017, nous avons atteint un taux de 49% de représentation des femmes, non pas pour le remplissage. On avait 7 têtes de liste femmes au niveau des élections législatives de 2017, dont des wilayas très importantes, comme Constantine, comme Bouira, comme Moustagalam, comme Sokhara, et ainsi de suite. Donc pour ce que nous avons proposé dans cet avant-projet, c'est bien d'élargir ce taux des femmes à 50% pour la candidature, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'on a exclu leur droit d'accéder au siège. C'est pour ça que nous avons proposé d'élargir la parité, non pas à la candidature, mais aussi à l'attribution des sièges, ou du moins revenir à l'ancienne loi qui accordait aux femmes entre 30 et 35% des sièges de l'APN. Ce qui vient dans ce mode électoral actuel, c'est qu'auparavant, la femme pouvait obtenir son poste, même si elle n'a pas obtenu un certain nombre, suffisant de voix. Avec ce nouveau mode électoral, la femme, donc, elle va obtenir son poste avec ses voix et non pas avec les voix des autres candidats. Et donc, ça sera bien qu'on impose la parité homme-femme au niveau de la distribution des sièges. Et nous avons aussi proposé d'éliminer la proposition, j'allais dire, de ne pas appliquer la parité au niveau des élections locales pour les communes moins de 20 000. On considère que c'est une atteinte pour la femme et c'est une atteinte pour les Algériens. C'est quoi cette façon de voir l'Algérie profonde, j'allais dire? Au niveau des communes moins de 20 000 citoyens, il n'y a pas de jeunes filles, il n'y a pas de jeunes universitaires, il n'y a pas de femmes militantes, il n'y a pas de femmes engagées qui peuvent être sur les listes. Ils prennent peut-être en compte la réalité socioculturelle du pays. Justement, en 2012, nous avons mis en défi les partis politiques qui défendaient cette thèse, et le temps nous a donné raison. En 2012 et en 2017, sur l'ensemble des 1541 communes,
la dernière commune, il y avait 10 listes de partis politiques, 10 listes avec la présence des femmes. Donc en réalité, le problème des femmes ne se pose pas à ce niveau-là. C'est un problème intellectuel, c'est un problème culturel et c'est un problème idéologique qu'il faut dépasser. C'est pas normal. 60 ans après l'indépendance, l'université algérienne nous fait sortir 250 000 diplômés, dont la majorité, 70 à 80% sont des jeunes femmes. Et on dit au niveau des communes de moins de 20 000, il n'y a pas 5, 6 femmes pour les présenter au niveau des listes. Monsieur Dahman, Monsieur Sahli, justement, sur cette aide aux jeunes de moins de 35 ans, une aide de l'État pour les jeunes sur les listes indépendantes. Vous êtes sur la même position que Monsieur Dahman? Non, nous avons toujours demandé l'émancipation des femmes et des jeunes, avec des mesures bien sûr constitutionnelles et mesures légales. Mais il ne faut pas que ça devienne une enseigne électorale. Les assemblées élues, ce ne sont pas des endroits pour l'embauche des jeunes. Un jeune, bien sûr, il faut rajeunir la classe politique, c'est une nécessité, c'est une revendication populaire, mais ce rajeunissement de la classe politique nécessite une formation politique. Ce qui est valable pour la femme est valable aussi pour les jeunes, et même pour l'homme, pour les cadres, pour les députés hommes. Donc c'est pour ça qu'on demande, bien sûr, c'est bien de leur accorder un quota de 30% au niveau des listes. Ça aurait encore été bien de leur accorder un quota au niveau de la distribution des sièges. C'est pour ça que nous avons proposé la liste nationale. Parce que la liste nationale, ça permet aux partis politiques, ça donne l'importance aux partis politiques de faire, d'avantager et d'encourager leurs cadres, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient femmes. Peut-être un jeune ou une femme ne peut pas accéder à la députation au niveau de sa commune ou au niveau de sa wilaya. Il peut être repêché à travers la liste nationale accordée aux partis politiques et qui luttera contre le phénomène de la déperdition des voix. Ça ne peut pas compliquer un petit peu le mode de scrutin? Je rejoins l'avis qui déjà c'est compliqué comme ça. Je rejoins l'avis de M. Dahman par rapport à cette question de, permettez-moi d'y revenir. La différence entre les listes, financer les listes jeunes indépendantes, c'est pas normal. Si on veut financer évidemment les jeunes, on finance les jeunes dans n'importe quelle liste, qu'elle soit indépendante ou partisane. C'est un peu derrière cette idée, c'est un peu l'idée qui tourne depuis une année, cette idée fausse d'ailleurs et dangereuse même, de vouloir remplacer la classe politique par la fameuse société civile. Mais la classe politique fait partie de la société civile. Oui. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Dans l'acception normale du terme, oui. Mais pas dans l'acception officielle. À l'ANR, depuis 2011, on appelle à la promotion de la société civile en tant que contre-pouvoir. Ce n'est pas le rôle de la société civile de proposer des projets de société à la société. Le projet de société politique, c'est les partis politiques qui travaillent dessus. Bien sûr, il y a une interaction entre les partis politiques et la société civile, il y a une complémentarité, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas faire remplacer une classe politique par la société civile. Nous avons essayé de faire cette expérience lors de la révision de la Constitution du 1er novembre, et le résultat, le taux de participation relativement faible, nous a donné la réponse. C'est acceptable, à sort plus normal sur les élections locales, APC, APOI, que sur les élections nationales. Une liste indépendante au niveau national, il y a un problème de contresens, justement. C'est le travail des partis politiques, normalement. Une liste nationale, elle est beaucoup plus favorable aux partis. Essayer de trouver un équilibre. Mais on ne peut pas trouver l'équilibre avec le seul avis de celui qui décide au niveau du pouvoir. Quand on n'associe pas les gens, on ne s'attend pas à ce qu'on ait les meilleures intentions du monde. Même si on les a, on n'est pas sûr de pouvoir juguler et éviter toutes les Monsieur Sahli, pour terminer, donc... Pour terminer, je dirais le plus important, c'est pas le texte, c'est le contexte. C'est pour ça qu'il faut aller vers un dialogue national, un dialogue qui ne remet pas en cause la légitimité des institutions, un dialogue qui n'est pas une conférence de dialogue qui n'est pas constituante, mais un dialogue avec des mesures d'accompagnement, avec des mesures d'apaisement, politique, socio-économique, et avec une ouverture médiatique, une ouverture politique. C'est pas normal qu'un directeur d'une chaîne télévisée publique ou d'une radio publique, c'est pas normal qu'un ministre ou qu'un conseiller à la présidence choisit les partis politiques qui passent sur ces médias et d'autres partis politiques sont blacklistés. C'est pas normal qu'un chef de parti moyen, on lui accorde une heure sur la chaîne radio, sur la radio chaîne 1, et on diffuse son émission sur les 48 chaînes locales. C'est pas normal. On ne construit pas un état de droit, une nouvelle Algérie comme ça. Monsieur Belkacem Sahli, secrétaire général de l'ANR, nous vous avons entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et espérons, si vous permettez, qu'il y ait des mesures d'apaisement
pour favoriser un contexte politique et social plus intéressant pour les élections prochaines, Inch'Allah. Monsieur Abdelkarim Dahmen, représentant le MSP, on vous a entendu également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est à présent terminée. Merci de votre attention. Bon après-midi avec les programmes d'Alger Chaîne 3. Dans quelques secondes, le flash de 14h.